Bienvenue à tous pour ce dernier épisode de la saison 2 de Qui a tué JFK. Après des semaines à explorer les méandres de cet événement tragique, Oui. on a décortiqué les témoignages, les rapports officiels, et force est de constater une question demeure, Oui. qui est réellement responsable de la mort de John F. Kennedy. C'est la question à $1 million, n'est-ce pas? Mm. Malgré des décennies d'enquête, d'analyse, on se retrouve avec plus de questions que de réponses. Exactement, et c'est ce qui rend cette affaire si captivante, si obsédante. Absolument, et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Oui. Pour ce dernier épisode, on va se plonger dans les zones d'ombre, les incohérences qui persistent, et explorer des éléments de preuve souvent négligés. Un véritable puzzle, Ouais. dont certaines pièces semblent avoir été volontairement retirées. Comme si on avait voulu effacer certaines parties de l'histoire. Exactement. On va commencer par un élément souvent négligé, mais qui soulève de sérieuses questions. Le fameux clip de la carabine d'Oswald. Ah oui, Vous savez, la Mannlicher Carcano, utilisée par Oswald, était équipée d'un clip de 6 balles. et ce clip, selon le fonctionnement normal de l'arme, devait tomber après le dernier tir. Ouais. Pourtant, aucun clip n'a été retrouvé sur le lieu du crime. C'est troublant, en effet. Comment Oswald aurait-il pu tirer 3 coups de feu en si peu de temps? Recharger l'arme dans ces conditions? Certains chercheurs remettent en question la possibilité même qu'il ait pu recharger l'arme assez rapidement pour tirer les 3 coups de feu en si peu de temps, si le clip était absent. Sans parler du fait que certains témoignages de l'époque mentionnaient la présence d'un clip. Oui, ces témoignages ont été écartés par la suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on cherche à nous cacher tant? On ne peut que s'interroger. Et ce qui nous amène à un autre élément troublant. La blessure à la tête des Kennedy. Ah oui. Les descriptions divergent. L'emplacement de la plaie d'entrée, la présence ou non d'une plaie de sortie. Et même l'état de l'arrière de son crâne. Autant de points de discorde. On a l'impression que chaque élément de cette affaire est entouré du mystère. Prenez les témoignages de médecins présents lors de l'autopsie. Oui. Certains ont changé de version au fil du temps, d'autres se contredisent. Il y a même des soupçons de manipulation des photos et des radiographies du crâne de Kennedy. Des manipulations. C'est une accusation grave. Oui, mais certains experts affirment que les images ont été retouchées pour masquer certains détails. Pourquoi? Qu'est-ce que ces détails pourraient révéler? C'est effrayant de penser que des éléments aussi importants ont pu être manipulés. On parle de l'assassinat d'un président, quand même. Oui, c'est énorme. Et cela soulève une question fondamentale. Pourquoi vouloir masquer certains éléments de l'enquête? Exactement. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a cette théorie digne d'un roman d'espionnage, Oui, de l'existence d'un deuxième Oswald. l'hypothèse du sosie ASC. Des témoignages de personnes ayant vu un homme ressemblant à Oswald dans des contextes suspects avant l'assassinat, des incohérences dans ses emplois du temps. Des doutes sur sa présence à certains endroits. Tout cela alimente le mystère. Oui. Et certains chercheurs pensent même que la CIA aurait pu utiliser un sosie d'Oswald. Pour brouiller les pistes, Oui, pour rendre l'enquête plus complexe. imaginez un instant un complot au sein même des agences de renseignement américaines. On nage en plein délire là. Et ce n'est pas tout, il y a aussi les témoignages contradictoires sur la voiture de fuite. La présence de Jack Ruby dans le bureau d'un avocat peu avant l'assassinat. Les manipulations possibles des preuves par le FBI. C'est un véritable dédale d'intrigue et de mystère. Face à autant d'incohérences, comment s'y retrouver? C'est là que le travail de recherche devient primordial. Oui. Il faut croiser les sources, comparer les informations et surtout rester critique. Ne jamais prendre une information pour argent comptant. Toujours la remettre en question. Et c'est précisément ce que nous faisons ici dans Qui a tué JFK? On essaie de démêler le vrai du faux. Donner du sens à ce chaos d'informations contradictoires. L'assassinat de JFK est un événement qui a marqué l'histoire, qui a traumatisé l'Amérique. Il continue de fasciner, de susciter des débats, des analyses, des interprétations. Et malgré les années qui passent, on a toujours l'impression de s'enfoncer plus profondément dans un labyrinthe de mensonges et de secrets. Alors, comment faire la lumière sur cet événement majeur? Comment séparer les faits des spéculations? C'est ce qu'on va tenter de faire, ensemble, en se penchant sur les témoignages, parfois contradictoires, des personnes qui ont assisté à la scène. Des dizaines de personnes ont vu des choses, entendu des choses, et pourtant leurs récits divergent, souvent se contredisent, voire même s'annulent. Un véritable casse-tête. Oui. Prenons par exemple les descriptions de la blessure à la tête de Kennedy. On a des médecins qui parlent d'une plaie d'entrée à l'arrière du crâne,
d'autres qui la situent sur le côté droit. Certains évoquent une explosion de l'arrière de la tête. Comment expliquer ces divergences? On a l'impression que la vérité se dérobe à chaque fois qu'on essaye de la saisir. Oui, c'est vraiment étrange. C'est pourquoi il est crucial d'analyser les témoignages avec prudence. Il faut les confronter aux autres éléments de l'enquête. Oui. Rechercher les motivations possibles des témoins, leurs éventuels liens avec les protagonistes de l'affaire. Ne pas oublier que les témoignages peuvent être influencés par le temps, la pression médiatique, la peur, voire même la manipulation. Tout à fait. Et dans le cas de l'assassinat de JFK, on peut se demander si certains témoins n'ont pas été encouragés, voire même forcés, à modifier leur récit. Ce qui nous ramène à l'hypothèse d'un complot. Si certaines personnes ont cherché à manipuler les témoignages, c'est qu'il y avait quelque chose à cacher. Et si on creuse un peu plus, on découvre des éléments troublants. Oui. Prenons le témoignage de Sylvia Audio. Cette jeune femme qui affirmait avoir rencontré Oswald quelques semaines avant l'assassinat. Exactement. Elle a conté qu'un homme se présentant comme Leon Oswald, accompagné de 2 Cubains, est venu lui demander de l'aide pour faire libérer un prisonnier politique. Un témoignage troublant. Oui. Rapidement discrédité par le FBI. Mais ce qui est intéressant, c'est que des années plus tard, des documents ont révélé que le FBI avait enquêté sur Sylvia Audio, cherchant à la présenter comme une menteuse. Vraiment? Des notes du FBI suggèrent même qu'on a fait pression sur elle pour qu'elle se rétracte. Incroyable. Cela soulève de sérieuses questions sur la façon dont l'FBI a mené son enquête. Oui. Cherchait-il réellement la vérité? Ou bien cherchait-il à protéger certaines personnes, certaines institutions? C'est une question qu'on est en droit de se poser. Absolument. Et cette manipulation des témoignages ne s'arrête pas là. On a aussi le cas de Jean Hill, la dame en rouge, Oui, je connais. qui se trouvait juste à côté de la limousine présidentielle au moment des tirs. Ah oui, son témoignage est capital. Elle affirme avoir vu un homme tirer depuis le talus USB. Ce qui contredit la version officielle d'un tireur unique situé au 6e étage du Texas School Book Depository. Exactement, elle décrit même un homme trapu, portant un chapeau brun, qui s'est enfui en courant après les tirs. Un détail important. Mais là encore, le FBI a cherché à discréditer Jean Hill, la présentant comme une mythomane. Ah bon, mais? On a même retrouvé des notes du FBI suggérant de la faire passer pour une alcoolique, une prostituée ou une droguée. Des méthodes dignes d'un roman d'espionnage. Et pourtant, on est bien là dans la réalité. Face à de telles manipulations, on peut se demander si on pourra un jour connaître la vérité sur l'assassinat de JFK. C'est la question qui nous lance tous. Oui. Mais avant de sombrer dans le pessimisme, Oui. Examinons un autre aspect de cette affaire qui a souvent été passé sous silence. Luc, la vie privée de John F. Kennedy. Ah oui, les fameuses rumeurs. Ses liaisons extra-conjugales, ses problèmes de santé, ses liens avec la mafia. Des sujets tabous, c'est vrai. Mais ne peut-on pas comprendre l'assassinat de JFK sans prendre en compte l'homme qu'il était là? Avec ses faiblesses, ses ennemis, ses secrets. Exactement. Et si on se penche sur sa vie privée, on découvre des éléments qui pourraient expliquer pourquoi certaines personnes ont pu vouloir sa mort. Par exemple, Prenons ses relations avec Marilyn Monroe. une liaison qui, si elle avait été révélée au grand jour, aurait pu ternir son image et fragiliser sa présidence. D'autant plus que Marilyn Monroe était elle-même très proche de certaines figures du crime organisé. Des rumeurs persistantes laissent même entendre que Marilyn Monroe aurait été assassinée pour l'affaire Terre. Abondable. Bien sûr, cette théorie n'a jamais été prouvée, mais elle montre à quel point l'univers de JFK était complexe, dangereux et potentiellement mortel. Absolument. Et puis, il y a ses problèmes de santé. Oui, Kennedy souffrait de la maladie d'Addison. Une affection auto-immune qui le rendait dépendant aux corticoïdes. Certains chercheurs affirment que son état de santé se dégradait, qu'il était de plus en plus fatigué, irritable, sujet à des sautes d'humeur. Ce qui pourrait expliquer certaines de ses décisions politiques. Comme son implication dans la baie des Cochons ou sa gestion de la crise des missiles de Cuba. Et on peut se demander si certains de ses ennemis n'ont pas profité de sa faiblesse pour l'éliminer. C'est une possibilité. Il ne faut pas oublier non plus les liens supposés de Kennedy avec la mafia. Oui, son père, Joseph Kennedy, avait fait fortune grâce à la prohibition et il avait des contacts dans le milieu du crime organisé. Certains affirment que JFK a bénéficié du soutien de la mafia pour remporter l'élection présidentielle de 1960, en échange de la promesse de fermer les yeux sur certaines de leurs activités illégales. Mais une fois élu, Kennedy aurait trahi sa promesse. Ah oui? En se lançant dans une lutte acharnée contre le crime organisé. Avec son frère Robert à la tête du département de la justice, Ils ont multiplié les poursuites contre les figures de la mafia.
ce qui a provoqué leur colère. Forcément. Et certains chercheurs affirment que la mafia a joué un rôle dans l'assassinat de JFK. Soit en commanditant le meurtre, soit en facilitant sa mise en œuvre. Difficile de savoir ce qui est vrai, ce qui est rumeur. Oui. Une chose est certaine. L'univers de JFK était dangereux et ses ennemis étaient nombreux et puissants. Un vrai panier de crapes. Et c'est ce qui rend cette affaire si complexe, si passionnante. On a l'impression d'être face à un puzzle dont les pièces s'emboîtent et se défont sans cesse. Un puzzle qu'on essaye de reconstituer, mais qui nous échappe toujours. Peut-être est-ce là le plus grand mystère de l'affaire JFK. Lequel est? Sa capacité à nous fasciner, à nous interroger, à nous faire douter. Oui, c'est vrai. Mais pour tenter de l'approcher, il faut examiner les enquêtes menées après l'assassinat. Des enquêtes qui révèlent, elles aussi, leur lot de zones d'ombre, d'incohérence et de manipulation. On est la commission Warren, bien sûr, qui a conclu à la culpabilité d'Oswald. Mais dont les conclusions ont été largement contestées. Oui, la commission Warren a été accusée de partialité, de négligence et même de falsification de preuves. Il y a eu aussi le House Select Committee on Assassinations, qui a conclu à l'existence d'un complot. Mais sans pouvoir identifier les coupables. Et plus récemment, l'Assassination Records Review Board a permis la déclassification de milliers de documents, mais sans apporter de réponse définitive. Alors, face à ce foisonnement d'enquêtes, de rapports et de théories, comment s'y retrouver? Comment démêler le vrai du faux? C'est là que le travail de recherche devient primordial. Il faut lire les documents, analyser les témoignages, comparer les différentes versions des faits. Et surtout, rester critique. Ne jamais prendre une information pour argent comptant. Toujours la remettre en question. La confronter aux autres éléments de l'enquête. Exactement. Et c'est ce que nous allons essayer de faire dans cet épisode final. On va se pencher sur les zones d'ombre des enquêtes, analyser les incohérences. Explorer les pistes qui n'ont pas été suffisamment explorées. En espérant apporter un peu de lumière sur cet événement tragique qui continue de hanter l'Amérique et le monde entier. Oui. Et peut-être, qui sait, découvrir enfin la vérité sur l'assassinat de John F. Kennedy. Un espoir que, malgré les années qui passent, on n'arrive pas à abandonner. C'est la force de cette affaire. Sa capacité à nous fasciner, à nous interroger et à nous faire rêver d'un monde où la vérité, aussi dérangeante soit-elle, finit toujours par triompher. Une belle pensée pour conclure cette première partie de notre exploration. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre enquête. Restez avec nous. On reprend notre exploration des zones d'ombre de l'affaire JFK et on va se pencher sur les enquêtes menées après l'assassinat. Des enquêtes qui n'ont pas toujours fait l'unanimité, hein? Disons qu'elles ont suscité beaucoup de controverses et de débats. Oui, on peut le dire. Prenons l'exemple de la commission Warren. Leur rapport final concluait qu'Oswald avait agi seul, mais de nombreux chercheurs ont pointé du doigt des incohérences dans leurs analyses. Oui, notamment concernant la fameuse théorie de la balle magique. Ah oui, cette théorie qui a fait couler beaucoup d'encre. L'idée qu'une seule balle ait pu traverser le corps de Kennedy, puis blesser le gouverneur Connolly à plusieurs endroits, ça semble défier les lois de la physique. En effet, la trajectoire de cette balle, son état après avoir été retrouvé, les témoignages des médecins qui ont examiné les blessures, tout ça soulève de sérieuses questions. On a du mal à y croire. Et on peut se demander pourquoi la commission Warren a choisi d'ignorer ces éléments qui ne collaient pas à leur version des faits. Certains chercheurs avancent que la commission Warren était sous pression, qu'elle avait pour mission de rassurer le public, d'éviter une crise politique majeure en pleine guerre froide. C'est une hypothèse plausible, surtout si l'on considère que certains membres de la commission Warren avaient des liens étroits avec la CIA, le FBI ou même la Maison-Blanche. Leur impartialité peut donc être remise en question. Oui, cherchait-il réellement la vérité ou bien cherchait-il à protéger certaines institutions, certains intérêts? Difficile de répondre avec certitude. En tout cas, le House Select Committee on Assassinations, qui a rouvert l'enquête dans les années 70, a conclu à l'existence d'un complot, même s'ils n'ont pas pu identifier les coupables. C'est un tournant majeur dans l'histoire de l'affaire JFK. Le House Select Committee a admis que la commission Warren avait bâclé son travail, qu'elle avait négligé des pistes importantes. Ils ont notamment analysé un enregistrement audio des coups de feu. Ah oui? Et ont conclu qu'il y avait probablement eu 4 coups de feu, et non 3, comme l'affirmait la commission Warren. Ce qui impliquerait la présence d'au moins 2 tireurs, et ça contredit la théorie du tireur solitaire. Exactement. Mais malgré cette conclusion fracassante, le House Select Committee n'a pas réussi à identifier les responsables du complot. Leurs investigations ont été freinées par le manque de coopération de certaines agences gouvernementales. Et par la destruction de documents clés. Un problème récurrent dans l'affaire JFK.
On a l'impression que certaines personnes, certaines institutions cherchent à tout prix à empêcher la vérité d'éclater au grand jour. Oui, comme un rideau de fumée qui masque la réalité. Et puis, il y a eu l'Assassination Records Review Board, créé dans les années 90 pour examiner tous les documents liés à l'assassinat de JFK. Un travail colossal. La RRB a joué un rôle crucial en permettant la publication de milliers de documents jusque-là inaccessibles au public. Ce qui a permis aux chercheurs de se pencher sur de nouvelles pistes. Exactement. Ces documents ont apporté de nouveaux éléments d'information, mais malgré cette masse d'informations nouvelles, la RRB n'a pas permis de résoudre le mystère de l'assassinat de JFK. On a toujours des zones d'ombre, des incohérences, des témoignages contradictoires. Et des questions sans réponse. Face à une telle complexité, on pourrait être tenté de baisser les bras. Oui, de se dire que la vérité est inaccessible. C'est une réaction compréhensible. Mais il est important de continuer à chercher, à enquêter, à analyser. Car c'est en cherchant la vérité, aussi difficile soit-elle à atteindre, qu'on apprend le plus sur nous-mêmes, sur notre histoire et sur le monde qui nous entoure. Et peut-être qu'un jour, grâce à la persévérance des chercheurs, au progrès technologique ou à un concours de circonstances, on parviendra enfin à percer le mystère de l'assassinat de John F. Kennedy. En attendant ce jour, il nous reste les documents, les témoignages, les analyses et les théories. Et c'est à nous, en tant que citoyens, en tant que chercheurs de vérité, de les examiner, de les comparer, de les critiquer et de nous forger notre propre opinion. Car c'est en participant à ce débat, en nourrissant cette réflexion, qu'on honore la mémoire de John F. Kennedy et qu'on contribue à la construction d'une société plus juste, plus transparente et plus démocratique. Parmi les nombreuses théories qui ont été avancées pour expliquer l'assassinat de JFK, il y en a qui sont particulièrement intrigantes. Ah oui, comme lesquels... Prenons par exemple la théorie du complot communiste, très populaire dans les années 60. Cette théorie accusait l'Union soviétique ou Cuba d'être derrière l'assassinat. Une théorie qui a fait son chemin. Elle a été largement discréditée depuis, notamment par le manque de preuves tangibles. La publication de documents montrait que ni l'URSS ni Cuba n'avaient intérêt à la mort de Kennedy. Il y a aussi la théorie du complot de la CIA qui accuse l'agence de renseignement américaine d'avoir orchestré l'assassinat. Certains pensent qu'il s'agissait d'une vengeance après l'échec de la baie des Cochons. D'autres croient que la CIA voulait empêcher Kennedy de mettre fin à la guerre du Vietnam. Cette théorie est alimentée par les nombreux secrets de la CIA, ses opérations clandestines et son implication dans de nombreux coups d'État et assassinats à travers le monde. On imagine le genre de choses qui peuvent se tramer dans l'ombre. Et puis il y a la théorie du complot de la mafia. Ah oui, celle-là est tenace. Certains affirment que le crime organisé a commandité l'assassinat pour se venger de la lutte menée par Robert Kennedy contre la mafia. D'autres pensent qu'il s'agissait de protéger leurs intérêts dans le jeu et la prostitution à Cuba. Les révélations sur les liens entre la famille Kennedy et la mafia et les témoignages de certains repentis renforcent cette théorie. Difficile de démêler le vrai du faux. Et il existe encore des dizaines d'autres théories, plus ou moins crédibles, qui accusent le FBI, le Secret Service, le vice-président Lyndon Johnson, ou même des groupes d'extrême droite. Un véritable labyrinthe de possibilités, de suppositions, de spéculations. Face à une telle diversité de théories, comment s'y retrouver ? Comment distinguer le vrai du faux, la réalité de la fiction? Le travail de recherche est essentiel. Oui. Il faut lire les documents, analyser les témoignages, comparer les différentes versions des faits. Et surtout, rester critique. Ne jamais prendre une information pour argent comptant, toujours la remettre en question, la confronter aux autres éléments de l'enquête. Tout à fait d'accord. Et c'est ce que nous allons continuer à faire dans la dernière partie de cet épisode. On va explorer les zones d'ombre, les enquêtes. Analyser les incohérences, suivre les pistes qui n'ont pas été suffisamment explorées. En espérant apporter un peu de lumière sur cet événement tragique qui continue d'orienter l'Amérique et le monde entier. Et peut-être, qui sait, découvrir enfin la vérité sur l'assassinat de John F. Kennedy. Un espoir que malgré les années qui passent, on n'arrive pas à abandonner. C'est la force de cette affaire. Sa capacité à nous fasciner, à nous interroger et à nous faire rêver d'un monde où la vérité, aussi dérangeante soit-elle, finit toujours par triompher. Reprenons le fil de notre enquête. On a parlé des incohérences dans les témoignages, des zones d'ombre, des enquêtes officielles. Mais il y a un autre élément qui nourrit le mystère de l'affaire JFK. Lequel ? Les manipulations. Ah oui, les manipulations. De preuves, des témoignages arrangés, des documents falsifiés, voire même détruits. Tout ça contribue à épaissir le mystère. Par exemple, le fusil d'Oswald, la fameuse carabine Malice Carcano, retrouvée au 6e étage du Texas School Book Depository. Officiellement, les seules empreintes digitales retrouvées sur l'arme
sont celles d'Oswald. Mais certains experts affirment que la manière dont les empreintes ont été relevées est suspecte. Qu'il y a eu des manipulations pour effacer d'autres empreintes? Et puis, il y a la question du clip de la carabine. Des policiers affirment avoir vu un clip sur le lieu du crime. Mais ce clip a disparu par la suite. Disparu. Introuvable. Et comme on l'a mentionné précédemment, certains experts affirment qu'il était impossible pour Oswald de tirer 3 coups de feu en si peu de temps sans ce clip. Alors, où est passé ce clip? A-t-il été retiré volontairement pour brouiller les pistes? Encore une énigme. On peut se demander si d'autres éléments de la scène de crime n'ont pas été manipulés, déplacés, voire même supprimés. Des témoignages évoquent la présence d'autres personnes au 6e étage du dépository. Oui, mais ces témoignages ont été ignorés par la commission Warren. Pourquoi ces témoignages ont-ils été écartés? Pourquoi la commission Warren s'est-elle focalisée uniquement sur Oswald sans explorer d'autres pistes? Mystère, il y a aussi la manipulation des photos et des films de l'assassinat. On sait que certaines images ont été retouchées, modifiées, voire même falsifiées. Prenons l'exemple du film de Zapruder, ce film amateur en 8 mm qui a capturé les derniers instants de la vie de Kennedy. Ce film est considéré comme la pièce à conviction la plus importante de l'affaire. Oui, il montre clairement la tête de Kennedy projetée en arrière au moment du tir fatal. Mais des experts en analyse d'images ont démontré que le film de Zapruder a été modifié, certaines images ont été ajoutées ou supprimées. Des personnes ayant visionné le film original, avant sa modification, affirment qu'il montrait clairement la présence d'un deuxième tireur. Incroyable. Pourquoi modifier le film de Zapruder? Qui a ordonné ces modifications et dans quel bout d'eau? Face à de telles manipulations, on peut se demander si on pourra un jour connaître la vérité sur l'assassinat de JFK. On est face à un puzzle dont certaines pièces ont été volontairement retirées, modifiées ou falsifiées. Ce qui rend la tâche des chercheurs encore plus ardue. Et qui nourrit le mystère de l'affaire JFK. Mais malgré ces difficultés, il est important de ne pas abandonner, de continuer à chercher, à enquêter, à analyser. Car c'est en cherchant la vérité qu'on apprend le plus sur nous-mêmes, sur notre histoire et sur le monde qui nous entoure. Et peut-être qu'un jour, grâce à la persévérance des chercheurs, au progrès technologique ou à un concours de circonstances, on parviendra enfin à percer le mystère de l'assassinat de John F. Kennedy. En attendant ce jour, il nous reste les documents, les témoignages, les analyses et les théories. Et c'est à nous, en tant que citoyens, en tant que chercheurs de vérité, de les examiner, de les comparer, de les critiquer et de nous forger notre propre opinion. Car c'est en participant à ce débat, en nourrissant cette réflexion, qu'on honore la mémoire de John F. Kennedy et qu'on contribue à la construction d'une société plus juste, plus transparente et plus démocratique. L'héritage de JFK est un mélange complexe de réalisations, de promesses non tenues et de mystères irrésolus. JFK est souvent présenté comme un symbole d'espoir, de jeunesse, de modernité. On se souvient de ses discours inspirants, de son charisme, de sa volonté de faire avancer l'Amérique vers un avenir plus juste et plus prospère. Il a incarné le rêve américain, la promesse d'une vie meilleure pour tous. Mais son mandat a été marqué par des crises majeures, comme la baie des cochons, la crise des missiles de Cuba et le début de la guerre du Vietnam. Des événements qui ont montré la complexité de la politique internationale, les dangers de la guerre froide et les limites du pouvoir présidentiel. Et son assassinat a plongé l'Amérique dans le deuil. JFK est devenu un mythe, une légende, un symbole de la fragilité de la démocratie. Son héritage est complexe, ambivalent et continue de susciter des débats passionnés. Certains le considèrent comme un grand président, un visionnaire, d'autres le voient comme un président inexpérimenté, imprudent. Une chose est sûre, JFK a marqué l'histoire et son assassinat reste l'un des événements les plus traumatisants et les plus mystérieux du XVIe siècle. Un événement qui continue de nous hanter, de nous interroger et de nous faire réfléchir sur le sens de l'histoire et sur la fragilité de notre monde. Si on devait résumer l'affaire JFK en quelques mots, on pourrait dire qu'elle est le symbole de la quête de vérité, de la lutte contre l'obscurantisme. C'est une affaire qui nous passionne, qui nous intrigue et qui nous pousse à nous interroger sur le monde qui nous entoure, sur le pouvoir, sur la justice et sur la vérité. Et c'est peut-être là le plus grand héritage du JFK. Sa capacité à nous faire réfléchir, à nous faire douter, à nous faire chercher. Car c'est en cherchant la vérité qu'on grandit, qu'on apprend et qu'on devient des citoyens responsables et éclairés. C'est sur cette note d'espoir, teintée de mystère, que nous concluons ce dernier épisode de la saison 2 de Qui a tué JFK. Nous espérons que ces explorations vous auront passionné autant que nous. N'hésitez pas à partager vos réflexions, vos théories et vos questions sur nos réseaux sociaux. Et pour ceux qui souhaitent approfondir l'affaire JFK, nous vous recommandons les nombreux livres
documentaires et podcasts qui existent sur le sujet, l'assassinat de JFK est une histoire qui nous concerne tous. C'est en continuant à en parler, à l'analyser et à la débattre que nous contribuons à maintenir la mémoire de JFK vivante et que nous empêchons la vérité d'être enterrée sous le poids des mensonges, des manipulations et de l'oubli. Alors, restez curieux, restez vigilants et continuez à chercher la vérité, car c'est en cherchant la vérité qu'on grandit, qu'on apprend, qu'on devient des citoyens responsables et éclairés. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison de Qui a tué JFK? D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez jamais, la vérité est ailleurs.